Nous voici rendus donc à la table ronde 2 que j'anime toujours avec un grand bonheur d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi d'ailleurs, je tiens à le souligner. Alors, l'objectif de cette deuxième table ronde, c'est de présenter, j'ai dit rapidement SMA tantôt, ce sont en fait, on va vous présenter la directive européenne sur les services de médias audiovisuels, SMA, et trois exemples, oui, de sa transposition dans des États de l'Union européenne. Donc, les différents panélistes, vous allez voir, ils sont plusieurs, vont mettre l'accent sur les exigences minimum de contenu, l'obligation de mise en valeur et de la participation au financement de la création dans des contextes nationaux. Alors, je vais vous présenter d'abord nos panélistes. Il y a Sophie Vallet, les conseillères juridiques de l'Observatoire européen de l'audiovisuel. On a ensuite, bonjour Sophie. On a ensuite Mathieu Fournet, directeur des affaires européennes et internationales du Centre national du cinéma et de l'image animée en France. Guillaume Prieur, directeur des affaires institutionnelles et européennes de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Il en est le secrétaire général de la Coalition française pour la diversité culturelle des coalitions européennes et secrétaire de la FICDC. Luis Alfonso Albornoz, professeur, expert de la Convention de 2005. Daniel Condeminas, conseiller de la Fédération des organisations pour la langue catalane. Et Christine Merkel, directrice de la division de la culture, de la communication et de la mémoire du monde de la Commission allemande pour l'UNESCO. Évidemment, j'avais appris tout ça par cœur, n'est-ce pas? Alors, je vais vous dire aussi de quoi ils vont nous entretenir, en fait, ces panélistes. Donc, Sophie Vallet va nous présenter la directive SMA et va se concentrer principalement sur son article 13. Son intervention va aussi offrir un bref aperçu de sa mise en œuvre au niveau national au sein de l'Union européenne. Mathieu Fournet, par la suite, va présenter les mesures mises en place en France pour transposer la directive. Guillaume Prieur va offrir un point de vue de la société civile sur la transposition qui est effectuée en France. Luis Alfonso Albornoz va présenter ensuite les mesures qui sont mises en place en Espagne pour transposer cette même directive. Daniel Condeminas va réagir à sa transposition en Catalogne, plus précisément. Il y a des parallèles intéressants à faire avec le Canada et le Québec, en abordant notamment les enjeux linguistiques. Et puis, Christine Merkel va réagir pour sa part à la transposition effectuée en Allemagne. Alors, Sophie, c'est à vous de commencer. Bonjour, merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, merci à la CDEC et à la chaire UNESCO d'avoir organisé cette conférence internationale et ce tour d'horizon législatif. Et merci d'avoir invité l'Observatoire européen de l'audiovisuel à cet événement. Je vais pour ma part donc vous présenter l'approche européenne en matière de promotion des œuvres européennes telle qu'elle a été fixée dans les obligations créées par la dernière directive sur les services de médias audiovisuels de 2018. Pour rappel, cette directive trouve ses origines en 1989. Elle a été révisée à de nombreuses reprises depuis et la dernière révision a eu lieu en 2018. Elle a apporté des changements majeurs, notamment pour les obligations de promotion des œuvres à l'égard des services de médias audiovisuels à la demande. C'est sur cet aspect que je vais me concentrer aujourd'hui en vous présentant, comme vous venez de l'indiquer, les principales obligations nouvelles et également un état des lieux, un survol très rapide en 10 minutes d'où on est au niveau national. Je vais essayer de partager mon écran. Alors, est-ce que ça marche? Oui, d'accord. Alors, avant de commencer, en 2 mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, une petite introduction sur l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Donc, l'Observatoire est un organisme du service public qui dépend du Conseil de l'Europe à Strasbourg, en France. Il a été créé il y a 30 ans, donc en 1992, avec pour mission principale de collecter des informations sur les marchés audiovisuels de ses 42 États membres. Également, l'Union européenne est membre de l'Observatoire à travers la Commission européenne et d'analyser ces informations et de produire des rapports, des cartographies, différents services en ligne
bases de données dont la plupart sont accessibles depuis notre site web. Donc, l'objectif étant d'avoir une plus grande transparence sur les marchés audiovisuels et de mieux comprendre aussi les enjeux du secteur. Voilà, je pense que c'était assez bref. Je vais passer directement à la directive donc, de 2018 avant d'entrer dans le vif du sujet des obligations. Donc, cette directive a été déjà adoptée il y a plus de 3 ans, donc en 2018, et le délai de transposition était septembre 2020. Donc, à ce jour, ce délai n'a pas été respecté puisque seuls 19 États ont notifié à la Commission au jour d'aujourd'hui une loi de transposition, sachant que même pour ces 19 États, il y a encore des décrets d'application qui vont sûrement être adoptés. Et 8 pays n'ont toujours pas notifié. Donc, il y a un certain retard, ce qui explique qu'on manque encore de recul pour évaluer les effets de cette directive, bien que l'on puisse déjà avoir un peu de perspective. Je voulais réagir également, ajouter une remarque par rapport à ce qui vient d'être dit dans le panel précédent. Je vois beaucoup de préoccupations similaires dans l'approche canadienne et l'approche européenne, et c'est très intéressant. Je vois aussi que dans cette directive, l'approche en matière de promotion des œuvres a été faite en différenciant les services selon qu'ils sont linéaires, donc les services traditionnels de chaînes de télévision, et les services non linéaires, donc à la demande, que j'appellerais les services VOD. Donc, pour ce qui est des services linéaires, donc les chaînes de télévision, les obligations n'ont pas changé en 2018, elles restent les mêmes, à savoir qu'il y a un quota d'écran de 50% d'œuvres européennes que les radiodiffuseurs doivent consacrer donc, sur leur chaîne, et un quota pour les œuvres européennes indépendantes de 10% du temps d'antenne ou de 10% du budget de programmation. Donc là-dessus, il n'y a pas eu de changement en 2018. Là où il y a eu une évolution assez fondamentale, c'est en matière de promotion des œuvres par les services donc non linéaires de vidéo à la demande. Et dans ces services-là, on pense à Netflix ou Amazon, mais pas à YouTube, puisque YouTube ne serait pas qualifié comme un service audiovisuel pour la directive. Donc, les obligations ont été renforcées puisque les États ont considéré qu'entre la version de 2010 de cette directive et 2018, il y avait une énorme évolution, ne serait-ce que dans la manière de consommer les œuvres à la demande, mais aussi dans le but d'intégrer davantage ces services pour qu'ils contribuent à l'écosystème et de créer également une équité par rapport à la contribution qui est apportée par les services linéaires. Donc, 2 types d'obligations. Déjà, un quota d'œuvres européennes dans les catalogues des services VOD et des obligations de mise en avant. Alors, en France, on parle de mise en avant. Je vois qu'on peut parler aussi de prominence, c'est le terme anglais. Bon, il y a différents termes qui sont utilisés. Je parlerai de mise en avant. En plus de ces 2 obligations contraignantes, la directive de 2018 offre la faculté aux États de mettre en place une contribution financière, soit directe dans la production, soit par l'acquisition de droits, soit une taxe indirecte sur les fonds de soutien. Et la grande nouveauté de cette directive, et je vois là aussi que c'était une question qui a été abordée dans la réflexion canadienne, c'est comment assujettir les fournisseurs de services VOD situés en dehors de l'État considéré à ces taxes. Et la directive donne cette faculté aux États qui ont mis en place une contribution financière d'assujettir les fournisseurs situés dans un autre État membre. Donc évidemment, en termes de pratique, on a parlé de contrôle dans le panel précédent, et c'est bien la question, ça implique au niveau européen aussi une meilleure coordination ou une plus grande coordination entre les régulateurs, sachant qu'on parle de 27 régulateurs avec des ressources différentes, des tailles différentes, et donc
aussi des points de vue différents, puisque chaque pays a son approche culturelle. Donc, ce n'est pas facile, mais il y a beaucoup de travail qui a déjà commencé et des accords, enfin, les régulateurs travaillent depuis 2 ans ou 3 ans déjà sur ces questions pour au moins avoir des compréhensions des concepts communs. Par ailleurs, la Commission a également clarifié certains aspects puisqu'il existe des dérogations pour des services spécifiques qui auront un chiffre d'affaires peu élevé ou bien une faible audience. Donc, il a fallu définir tous ces critères dérogatoires et d'autres concepts tels que qu'est-ce qu'un catalogue national, mondial, qu'est-ce qu'un titre dans un catalogue, est-ce que c'est un film, est-ce que c'est une série, est-ce que c'est un chapitre de série ou est-ce que c'est enfin, beaucoup de détails qui, on espère, à travers les lignes directrices de la Commission, aideront les États membres à mettre en pratique ces obligations. Alors, au niveau de la transposition, donc, comme j'ai dit, c'est un peu difficile de faire un état des lieux actuel de la transposition, puisqu'il n'y a que 19 pays qui ont transposé pour l'instant et pas toujours de manière complète, puisque c'est une transposition de la loi, mais après, il faut voir les détails à travers d'autres décrets d'application. Ce qu'on peut voir déjà, c'est que l'idée d'avoir un quota sur les catalogues existe déjà dans les pays depuis bien avant 2018. Et on peut voir que la plupart des pays avaient déjà mis en place de tels quotas, alors que ce soit de manière contraignante, avec un montant spécifique non contraignante, facultative, c'est-à-dire l'opérateur choisissait entre l'investissement ou le quota, ou bien une obligation générale à mettre en place. Bon, en tout cas, ce que l'on voit aussi, c'est que quand il y avait un quota contraignant avec un pourcentage spécifique d'œuvres, c'était très, très varié, puisque ça pouvait aller de 10% en Slovénie, ou en République tchèque, à 50% en Lituanie ou 60% en France d'œuvres européennes sur les catalogues. Donc, une grande disparité, mais déjà, l'idée de quota était déjà bien acquise avant la directive. Alors, qu'est-ce que ça change, la directive, à ce niveau-là? Ben, ça veut dire que déjà, ce quota devient contraignant dans tous les pays. Pour l'instant, tous les États membres qui ont transposé ou sont sur le point de transposer ont transposé l'obligation de 30% telle qu'elle. Certains pays ont été un petit peu au-delà. Par exemple, la Belgique a fait une possibilité de faire évoluer le quota à 40% sur 5 ans. La France a mis un quota de 60%. Parfois, on trouve aussi des sous-quotas pour les œuvres d'expression dans la langue nationale. Donc, bon, de toute façon, on voit que la majorité vont plutôt vers les 30%. Ensuite, l'autre obligation, qui est une faculté plus qu'une obligation, qui a trait donc à l'investissement, existait déjà aussi avant la directive. Et on voit donc là, ça concerne les services VOD privés, c'est-à-dire qui ne dépendent pas des chaînes publiques. Donc, on voit que de nombreux États avaient déjà mis en place une telle obligation d'investissement, parfois de manière optionnelle ou parfois comme une obligation générale, mais on voit déjà qu'il y avait une tendance aussi à ce niveau-là. Après, quand on regarde les taux, il y a une énorme disparité puisqu'on pouvait aller de 2%, voire 1,5% en Grèce ou au Danemark, à la France qui était autour des 25% dans certains cas, ou l'Italie également très élevée. Une autre forme d'intervention que l'on trouvait déjà avant la directive était la forme d'une taxe, une contribution indirecte, donc qui pouvait aller soit à l'acquisition des droits, soit une contribution à travers un financement à travers les fonds de soutien. Donc là aussi, on voit que c'était quelque chose qui existait. La grande nouveauté donc, de la directive, comme j'indiquais, c'est que maintenant, les pays qui ont mis en place de telles obligations pourront l'appliquer également dans les services qui viennent d'un autre pays, donc qui ne sont pas situés sur leur territoire. Donc, c'est une avancée très importante en droit européen, surtout dans l'audiovisuel, puisque
l'approche jusqu'à présent a toujours été l'approche du pays d'origine, par exemple pour les quotas, et maintenant on passe avec ce système à une approche du pays de destination, puisque c'est le public visé, le pays dans lequel le public est visé, qui pourra imposer une telle taxe. Ça crée un système un peu hybride donc, et qui demandera une grande collaboration entre les régulateurs. Enfin, pour terminer, un bref aperçu des obligations de mise en valeur. Donc là aussi, la plupart des États membres, on constate, ne définissent pas ce que c'est que la mise en valeur. La mise en avant, pardon, ou la mise en valeur. Donc, ce n'est pas défini dans la directive. Et ce n'était pas non plus en 2010, mais en 2018, la directive donne quelques exemples. Ça peut être, par exemple, une rubrique spécifique pour les œuvres européennes dans la page d'accueil du service. Ça peut être des critères de recherche œuvres européennes dans le système de recherche du service. Ça peut être des bannières, ça peut être différentes choses. Alors, on voit que la plupart des États ne définissent pas non plus. Dans certains cas, ils demandent aux régulateurs d'intervenir et de créer quelques repères dans la matière. Voilà, donc je m'arrête là, c'est un très très rapide survol. Je veux juste dire que le cadre est posé, il est très innovateur et très ambitieux au niveau européen. Maintenant, la mise en œuvre va nous apprendre plein de choses. Il a établi ce principe de participation des services VOD à l'écosystème. Peut-être qu'il servira d'inspiration dans d'autres régions du monde, nous l'espérons. Les prochaines étapes, ça sera dans 2 ans, donc un rapport de suivi, un rapport des États à la Commission, et ensuite tous les 3 ans. Et en 2026, on aura une vraie évaluation de l'effet de ces obligations sur le secteur. Voilà, je vous remercie. Mais merci à vous, Sophie Vallet. Je sais que c'est assez technique, c'est un gros projet, ça nécessite de grandes explications. Merci de l'avoir fait assez succinctement pour nous, c'est apprécié. Je vais passer la parole maintenant à Mathieu Fournet. Je sais que vous avez tous beaucoup de choses à dire, et je sais qu'il y a beaucoup de points techniques. Si vous êtes capable, les prochaines panélistes, de vous limiter à 8 minutes environ, ce serait apprécié. À vous la parole, Mathieu. Merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien et merci de l'invitation. Nous sommes très heureux au CNC de pouvoir participer à ces échanges et à ce webinaire. Alors, vous le savez, le CNC est un établissement un petit peu particulier en France, puisque nous sommes à la fois un établissement autonome, financé par des taxes spéciales affectées, ce qui là aussi est quelque chose d'assez particulier, même en France. Et nous sommes aussi une direction centrale du ministère de la Culture français. Donc, c'est un modèle unique qui a été imaginé il y a longtemps et qui a été modernisé depuis 1946 à plusieurs reprises. On est très heureux de participer également parce que vous devez le savoir, la France assure la présidence de l'Union européenne, du Conseil de l'Union, pour la 13e fois depuis le 1er janvier. Et c'est quelque chose donc d'assez symbolique de pouvoir défendre un point de vue aujourd'hui dans le cadre de cette conférence. Car nous sommes, vous le savez, vous en avez parlé à plusieurs reprises depuis le début de ce webinaire, de ce colloque, à un tournant pour le secteur audiovisuel et cinématographique. Les plateformes ont connu un essor spectaculaire en France et en Europe. À titre d'exemple, Netflix a vu une croissance exponentielle de son nombre d'abonnés et de son chiffre d'affaires, ne serait-ce que si vous regardez entre 2019 et 2020 ou 2021. Donc c'est vrai qu'on a réfléchi à de nouveaux outils pour pouvoir assurer et renforcer la création européenne, la diversité culturelle, renforcer la possibilité pour nos talents, nos imaginaires, nos entreprises de travailler, de produire et de créer. Alors, vous venez d'avoir une présentation de l'Observatoire sur la directive de services de médias audiovisuels du 14 novembre 2018. C'est celle-ci qui nous intéresse aujourd'hui. Et l'article qui nous intéresse le plus, donc, c'est l'article 13, qui prévoit donc les quotas de diffusion, nous venons d'en parler, mais qui prévoit surtout, enfin, qui donne la possibilité aux États membres, et c'est le point 2 de cet article 13, mais promis, je ne vais pas faire trop technique, mais qui donne la possibilité aux États membres d'imposer
aux services de médias audiovisuels visant leur territoire, et je dis bien visant leur territoire, pas nécessairement installés dans leur territoire, des obligations de financement de la production audiovisuelle et de la production cinématographique. Cette possibilité-là, la France s'en est évidemment emparée. Et donc, en d'autres termes, il est revenu à la France, État membre, d'appliquer une législation pour imposer des obligations d'investissement. Et c'est le décret que nous avons fait passer le 22 juin dernier. C'est le décret Service de médias audiovisuels à la demande, dit décret SMAD. Et donc, les plateformes établies dans un autre État membre, mais qui ciblent la France, sont désormais soumises à des obligations d'investissement dans la création européenne. Ces obligations se montent à 20% de leur chiffre d'affaires. Et c'est 20% du chiffre d'affaires réalisé en France, avec, et c'est peut-être ça qui peut être le plus intéressant pour les échanges d'aujourd'hui, avec un fléchage particulier vers la production indépendante, et donc une protection de la production indépendante déléguée en cinéma et en audiovisuel, et également un sous-quota d'œuvres d'expression originale en langue française qui, dans les conventions qui ont été signées avec l'ARCOM, qui est la nouvelle autorité en charge de la régulation en France, est établi à 75%. Donc, vous le comprenez, ce qui a été mis en place en France vise à assurer une protection maximale de la diversité culturelle, à assurer une protection de la production indépendante et de la production en langue française. Ce qui peut être intéressant de souligner aussi, c'est qu'en parallèle, il y a eu d'autres avancées majeures, notamment la protection des auteurs à travers les transpositions des directives européennes, donc à la fois SMA et puis droit d'auteur, mais aussi que les aides publiques du Centre national du cinéma et par voie de conséquence l'accès au crédit d'impôt domestique sont désormais conditionnés à l'inclusion dans les contrats conclus avec les auteurs de clauses types qui assurent le respect des droits moraux et de rémunération des auteurs. J'ajouterais également que le choix qui a été fait en France n'est pas un choix exclusif entre des obligations d'investissement et une taxe, puisque les services de médias audiovisuels sont également taxés par ailleurs à hauteur de 5,15% de leur chiffre d'affaires. C'est une taxe qui est alignée sur la taxe qui est appliquée aux chaînes de télévision linéaires. Et enfin, cette conférence tombe à pic, si je puis dire. Nous avons eu la conférence de la présidence française de l'Union européenne ce mardi, consacrée au cinéma et à l'audiovisuel, et nos amis de la SACD qui interviendront plus tard y ont participé. Mais ce lundi, juste avant notre conférence, en France a été signé un nouvel accord interprofessionnel, dit accord de chronologie des médias, c'est-à-dire l'accord qui régit les différentes fenêtres de sortie des films sur les différents canaux d'exploitation, qu'il s'agisse de la salle cinéma, du DVD, de la vidéo payante, etc., et des SMAD. Donc, l'intégration des plateformes dans le modèle de financement de la création française, grâce notamment à ce décret, et puis bien sûr grâce à ce nouvel accord de chronologie des médias, permet le triple objectif, enfin, est assuré, garantir l'accès le plus large aux œuvres pour les spectateurs, l'investissement des différents acteurs de la diffusion dans la production et le développement de la création cinématographique dans toute sa diversité. Si je rentre un petit peu dans le détail, mais je promis pas de manière trop longue, mais cette nouvelle chronologie des médias préserve bien entendu la fenêtre de la salle de cinéma, raccourcit les délais globaux d'exploitation de 44 à 36 mois au total et permet une avancée de la fenêtre de la télévision payante de 8 à 6 mois et celle des plateformes payantes par abonnement de 36 à 17 ou 15 mois pour les œuvres cinématographiques. Voilà, je ne vais pas en dire beaucoup plus long, juste vous dire également qu'il est très important pour la France d'échanger avec le Canada, avec l'Espagne, avec la Belgique, avec l'Allemagne sur tous ces thèmes et de travailler ensemble à une intégration des plateformes afin de favoriser la diversité culturelle. Et nous le faisons au CNC de manière très régulière, en bilatéral
en multilatéral. Et on a pu le voir cette semaine également, ces échanges sont productifs, puisque par exemple, en Belgique francophone, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a une demande qui est étudiée par le CSA belge en ce moment, d'une transposition qui mettrait en place des obligations d'investissement en Fédération Wallonie-Bruxelles, donc Communauté française de Belgique, au même niveau que celles qui sont mises en place en France. Des discussions ont lieu également en Allemagne et dans d'autres pays de l'Union, discussions que nous accompagnons évidemment avec grande disponibilité. Merci beaucoup, Mathieu Fournet. Je rappelle que vous êtes le directeur des affaires européennes et internationales du Centre national du cinéma et de l'image animée. Si vous avez des questions, évidemment, vous pouvez nous les écrire. On aura une période de questions par après ou plus tard, vous pourrez également lever la main. Je tenais quand même à le rappeler pour les gens qui n'étaient pas avec nous précédemment. La parole maintenant va à Guillaume Prieur. Je rappelle qu'il est le directeur des affaires institutionnelles et européennes de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, secrétaire général de la Coalition française pour la diversité culturelle des coalitions européennes et secrétaire de la FICDC. Bonjour. Oui, merci beaucoup Eugénie. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci de nous avoir conviés également à ce webinaire. Moi, je ne vais pas rajouter des choses par rapport à ce que Mathieu a très bien présenté sur l'état de la transposition en France, juste pour dire, parce que c'est un travail qui s'est fait aussi en concertation avec les professionnels et avec la société civile. Donc, c'est vrai que toute cette réglementation française, non seulement on est évidemment très satisfait du résultat qui a été obtenu parce que Mathieu et Sophie Vallée ont aussi présenté. Effectivement, on voit bien que c'est en France qu'il y a eu la transposition à la fois la plus ambitieuse et celle dans le pays dans lequel on retrouve notamment les obligations d'investissement les plus importantes dans la création. Donc, on est évidemment satisfait du résultat, satisfait de la méthode aussi, parce que c'est vrai que entre l'ordonnance de transposition, le décret, il y a eu une concertation importante qui a été organisée. On a toujours été écouté à toutes les étapes. Simplement pour marquer un petit bémol, parce qu'on est sur des processus qui sont assez longs, je dirais qu'il y a eu un excellent travail qui a été fait par le gouvernement français et par contre, on a eu une déception de notre côté sur la toute fin du processus puisque après ce décret, il y a eu un travail qui a été fait par le CSA pour conclure des conventions avec les différentes plateformes, avec Netflix, avec Disney+, et puis avec Amazon. Et tout le formidable travail du gouvernement français, en fait, a été un peu amoindri par le CSA qui a signé des conventions qui ont revu à la baisse quand même un certain nombre de curseurs extrêmement importants et donc nous, on considère que c'est aussi des marqueurs de l'exception culturelle. Voilà, malheureusement, ça a été légèrement affaibli dans le cadre de ces conventions. Peut-être pour pas forcément m'appesantir sur tout le travail de transposition, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais peut-être aussi pour pour donner un peu des perspectives sur l'avenir, parce qu'on est effectivement très content du travail et du résultat auquel on a abouti. Pour nous, c'est aussi important parce qu'il y a une loi, il y a un décret en France, mais il y a aussi, c'est d'abord et avant tout une directive européenne. Donc pour nous, c'est aussi extrêmement important que les transpositions qui se font dans les autres pays, c'est des processus qui prennent effectivement du temps, soient aussi ambitieuses. Le but, c'est pas d'avoir une France avec des obligations qui soient les plus ambitieuses et qu'on se satisfasse ensuite que dans les autres pays européens, on soit sur des règles vraiment moins-disantes. On a intérêt à ce que, effectivement, ce qu'on fait en France puisse aussi avoir une audience la plus large et que chaque pays soit en capacité de se réapproprier cette directive, à définir elle-même les taux et les règles qui lui semblent justes. Mais effectivement, plus ces règles seront fortes, plus on sera dans une logique de soutien à la création nationale et européenne. Je pense mieux l'Europe de la création se portera dans son ensemble. Donc il y a un premier point qui est aussi un travail de conviction qu'on a à faire aux côtés du gouvernement français, aux côtés du CNC, aux côtés des acteurs européens pour que cette directive SMA soit traduite de la façon la plus forte dans les autres pays européens.
il y a deux autres sujets qui sont aussi importants pour nous sur l'avenir, qui est d'une part la question de la définition de l'œuvre européenne, puisqu'on est sur des logiques d'obligation d'investissement dans les œuvres européennes, mais une définition de l'œuvre européenne qui dépend pas de la directive SMA, mais qui dépend d'une autre convention européenne, enfin une convention transfrontière qui vise en fait d'autres États que ceux qui sont directement dans l'Union européenne. Et forcément, avec le Brexit, cette question se pose avec une acuité nouvelle pour savoir comment traiter finalement les œuvres britanniques qui constituent aujourd'hui considère aujourd'hui comme étant des œuvres européennes sur l'ensemble du territoire européen. Donc, il y a un travail qui est actuellement fait de comptabilisation pour mesurer effectivement ce que peuvent représenter les œuvres européennes dans les investissements et surtout dans les logiques de diffusion des œuvres européennes, en particulier sur les plateformes. Et puis, je voulais terminer par un dernier point, mais c'est le dernier point, mais c'est pas le moins important, parce que pour nous, ça devra vraiment être la colonne vertébrale du travail de réflexion qui devra s'engager quand même assez rapidement sur la réforme de la directive SMA, et c'est vraiment la question de la découvrabilité. Parce que d'un côté, je l'ai dit, et là je peux le répéter beaucoup de fois, ce qu'on a obtenu avec la directive SMA d'ailleurs, aller au-delà des espérances qu'on pouvait avoir encore en 2015 ou en 2016. Et il y a eu un travail formidable pour aboutir à cette directive SMA et à ce qu'il puisse y avoir l'ensemble de ces obligations, autant sur la diffusion que sur l'investissement. Mais c'est vrai que globalement, on reste dans une logique de fixer des obligations qui sont quantitatives. Voilà, donc on est effectivement sur une logique de quota, c'est bien sur l'investissement que sur la diffusion, c'est extrêmement important. Il y a effectivement ce point sur la nécessité quand même de mettre en avant la création européenne, mais on voit bien que c'est un outil qui n'est pas forcément toujours facilement définissable aussi, parce que chaque plateforme a son ergonomie propre et que dans ce cadre-là, la mise en avant ou la présentation attrayante des catalogues européens peut se poser sous des termes qui sont extrêmement, extrêmement différents, et que pour nous, le prochain sujet à traiter, c'est véritablement la question des algorithmes, et surtout comment faire pour que ces algorithmes soient un outil en faveur de la diversité culturelle. Or, aujourd'hui, on voit très bien que la plupart des algorithmes dans les services de SVOD sont plutôt des algorithmes qui sont liés à la consommation. Donc, c'est plutôt des algorithmes qui vont vous enfermer, entre guillemets, mais en tout cas dans un univers culturel qui vous est familier ou qui vous est propre, parce que plus vous allez regarder de films policiers, plus on va vous proposer de films policiers, plus vous allez regarder de films américains, plus on va vous proposer de films américains, alors que la logique pour nous, et ça c'est un sujet vraiment à porter dans le cadre de la révision de la directive SMA, c'est véritablement d'avoir une approche qui soit aussi beaucoup plus qualitative, parce qu'effectivement, si on a des œuvres européennes, mais qui sont en 27e page, ça va être quand même compliqué pour l'abonné européen de se dire que je vais pouvoir trouver à la 27e page des films européens, et il n'ira pas spontanément, alors que ces algorithmes, effectivement, pourraient aussi poursuivre un objectif de diversité culturelle de manière à ce que l'abonné à une plateforme, en tout cas, puisse avoir de façon permanente des propositions ou une présence très facile à repérer des œuvres européennes. Et pour nous, c'est clairement l'enjeu le plus important dans la future directive SMA dont je pense qu'on commencera à discuter dans 1 ou 2 ans au niveau européen. Mm-hmm. Merci beaucoup, Guillaume Prieur. Merci. C'était presque une primeur, justement. Merci énormément. Maintenant, c'est Luis Alfonso Albornoz. Buenos días, qui va nous parler. Vous êtes professeur expert de la Convention de 2005. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir en quelle langue vous allez nous parler, voir si on doit tous activer, soit ressortir notre espagnol, soit activer la fonction interprétation. Alors, Luis Alfonso, c'est à vous. Merci beaucoup. Je parlerai en espagnol. Pero he preparado unas diapositivas. J'ai préparé quelques diapositives en anglais pour que ce soit plus facile de me suivre. C'est une question technique du projet de loi des communications audiovisuelles que je vais présenter.
En premier lieu, je voudrais remercier la Coalition pour la diversité des expressions culturelles et la chaire UNESCO pour les expressions de la diversité des expressions culturelles pour l'invitation pour cette importante conférence internationale. J'ai peu de temps et je veux remercier bien sûr tous ceux qui travaillent avec nous. Je vais parler des choses très directement. Je voulais d'abord faire quelques considérations générales, si possible. La première, ça peut se traduire en España va tarde. L'Espagne, elle n'a toujours pas fait la transposition de la directive. L'exécutif communautaire a envoyé un rapport en septembre 2021 où on voulait que les délais soient accélérés. Maintenant, il y a un projet de loi qui est au Congrès des députés et qui a été publié dans le bulletin officiel. Il y a des délais qui se terminent dans 10 jours. Le 7 février, mais il pourrait y avoir une extension, mais quoi qu'il en soit, nous calculons que d'ici un mois, si les choses vont bien, l'Espagne va enfin, de façon tardive, aura enfin sa transposition. Ce projet de loi a été élaboré par le ministère des Affaires économiques et de la transformation numérique. Il n'y a pas eu d'intervention directe du ministère de la Culture dans le projet. Ce projet a été élaboré par l'économie et la culture. Alors, le texte, il y a un autre point qui est lié au fait que ce projet de loi a été élaboré dans un contexte où l'Espagne essaie de séduire des entreprises étrangères pour qu'elles viennent s'installer en Espagne. Et il y a un plan qui s'appelle l'Espagne, Hub audiovisuel d'Europe, qui a été présenté à l'Europe par le gouvernement actuel de l'Espagne, où on essaie de séduire les entreprises comme Netflix, ou comme Disney l'a annoncé récemment, pour qu'une partie de leur production se fasse en Espagne. Alors, le projet de loi, si vous me permettez, a une perspective mercantile très claire en matière de communication audiovisuelle. Et il y a tout un défi, là, un pari pour ce qui est de l'autoréglementation. Concrètement, le projet de loi, je dirais ceci, il y a une première observation qu'on peut faire, c'est que le projet de loi ne mentionne pas la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Il n'y a pas de cette mention-là. Alors, c'est important parce que si on mentionne dans le préambule, dans la loi actuelle du cinéma de décembre 2007, mais dans ce projet de loi, il n'y en est pas question. D'autre part, je dirais que le concept de diversité dans le secteur audiovisuel n'est pas traité de façon différenciée dans le projet de loi, comme on le voit, par exemple, avec d'autres notions. Par exemple, l'article 4.14 sont des principes généraux de la communication audiovisuelle et on trouve là la dignité humaine, le pluralisme, égalité de genre, langue officielle de l'État, etc. Mais je dirais que la notion de diversité n'est pas une source doctrinale dans les motifs ni dans les principes de base et n'est pas développée comme telle dans l'article, comme l'a mentionné mon collègue Ramon Sal. À propos du quota d'œuvres européennes dont on vient juste de parler, je dirais que il y a des quotas pour la télé traditionnelle et pour les services de vidéo sur demande qui travaillent avec le public espagnol, dans le marché espagnol. Concrètement, pour la télévision linéaire, les opérateurs, il n'y a pas de changement, doivent recevoir au moins 51% de son programmation
d'œuvres européennes. La moitié de ce 51% doit être réservé à des œuvres en espagnol ou dans une des langues officielles des communautés autonomes de l'Espagne, dans le pays, catalan, basque et galicien. Et aussi, pour ce qui est de services publics, radio espagnole, radio-télévision espagnole doit recevoir 15% d'œuvres dans les langues officielles des communautés autonomes. La nouveauté, c'est que c'est dans les catalogues des services de vidéo sur demande et les opérateurs doivent réserver 30% de leur catalogue à des œuvres européennes. Au minimum, la moitié de ce 30% doit être réservé à des œuvres en espagnol ou dans l'une des langues des communautés autonomes de l'Espagne. Et dans ce quota, on aura un minimum de 40% des œuvres dans les langues des régions autonomes d'Espagne. Si vous me permettez, il y a quelques considérations à propos de ces articles 113 et 114 du projet de loi. Je dirais d'abord qu'on voit un déséquilibre entre ce qui est exigé aux opérateurs traditionnels et les nouveaux sur demande. D'autre part, ces services de produits sur demande ont des exigences minimales, 30% du catalogue. On pourrait entrer dans un débat pour est-ce que ça aurait dû, est-ce qu'on aurait dû faire comme la Belgique, comme l'a expliqué Sophie, ou comme l'a fait la France, c'est-à-dire d'augmenter le pourcentage dans le catalogue pour ce qui est réservé à des œuvres européennes. Dans le cas des services de télévision, on dit que 50% pour les œuvres européennes, ça va être réservé à des œuvres en espagnol ou pour les autres langues des régions autonomes, mais sans spécifier rien d'autre par rapport à ces quotas. Pour ce qui est des langues minoritaires, ça pourrait dire qu'on se concentre sur la langue espagnole et non dans les langues des communautés. Finalement, je dirais commenter le fait que pour ce qui est des vidéos sur demande, la transposition de la directive européenne divise le monde audiovisuel, parce qu'il y a les européennes et les non-européennes. C'est un problème, à mon avis, parce que dans le projet de loi, on n'envisage pas des mesures qui puissent permettre de diviser le segment non européen. Le 40% pour ce qui est de la télévision linéaire et 60% dans les catalogues de services de vidéo sur demande. Je pense que c'est un problème d'un point de vue de la diversité. En tout cas, pour ce qui est de l'origine des œuvres. Et on devrait considérer, par exemple, que l'Espagne intègre la communauté ibéro-américaine des nations, la charte culturelle ibéro-américaine, et qui appuie depuis sa création en 1995 le programme Ibermédia. Ce serait opportun, à notre avis, de forcer la présence d'œuvres ibéro-américaine dans le système de télévision espagnol. Nous, comme groupe de recherche, nous participons dans le processus de correction du projet de loi et nous avons proposé 10% annuellement de programmation de télé linéale pour œuvres audiovisuelles ibéro-américaines, aussi 10% du catalogue de vidéos sur demande. Prochain thème, en terminant, l'importance des œuvres européennes, la découvrabilité. Le projet de loi ne comprend pas le thème de la découvrabilité. L'article 2 du projet de loi qui contient 21 définitions, services de communication audiovisuelle, par exemple, catalogue de programmes, programmes de télévision, vidéos créées par les utilisateurs, etc. Mais on ne parle pas de la prominence ou de la découvrabilité des œuvres européennes.
Et on ne dit rien non plus pour ce qui est des fournisseurs de télévision linéaire pour assurer cette découvrabilité. C'est tout à fait absent de la législation. Et finalement, pour terminer, pardon, ici, nous avons le financement anticipé des œuvres européennes, n'est-ce pas? Ici, les opérateurs de télévision linéaire, comme les opérateurs de vidéo sur demande établis au territoire espagnol, devraient financer de façon anticipée des œuvres européennes. Il y a 3 façons de le faire: à travers de la participation directe dans la production des œuvres, ou l'acquisition de droits d'exploitation de ces œuvres, ou la contribution au fonds de protection de la cinématographie qui est géré par l'Institut de cinéma de l'Espagne. Et pour ce qui est des pourcentages, il y a une division claire entre les opérateurs de services publics qui doivent destiner le 6% de leur revenu annuel à la financement anticipé d'œuvres audiovisuelles européennes, et les opérateurs privés de ces produits audiovisuels linéaires ou sur demande qui doivent destiner 5% de leur revenu annuellement à cela. Quelques considérations à propos de ça. Ça revient à la décision des opérateurs pour ce qui est de comment on va canaliser l'argent qu'ils vont investir. Il y a 3 façons qui ont été montrées, mais on n'indique rien d'autre en particulier, on privilégie rien. Selon les analystes, 5% et 6% dont on vient de parler sont des pourcentages bas et qu'on devrait au moins monter à 10%. Par exemple, la France a 20% et 25% selon les opérateurs pour cela. En 3e lieu, on voit l'absence complète de clauses de diversité pour éviter que l'argent se concentre dans des investissements ou dans certains genres plutôt que dans d'autres. Et en dernier lieu, et je pense que ça fait partie d'un grand débat ici, qu'est-ce qu'on comprend par un producteur indépendant pour ce qui est de l'argent qui est dirigé à la production indépendante? Je vais lire, pour terminer, 2 phrases du communiqué qui a été publié à la fin décembre l'an dernier pour ce qui est des producteurs indépendants. Ça dit ceci: les grandes chaînes et les grands investisseurs étrangers ont accaparé la production, les droits, et très souvent, et même avec la propriété des sociétés de beaucoup de producteurs qui un jour avaient été indépendants et maintenant sont des instruments des fournisseurs de contenu. Précisément, un des aspects les plus préoccupants du projet de loi, c'est la confusion entre les producteurs vraiment indépendants et ce que permet la loi pour ce qui est de faire passer certains groupes comme indépendants. Il y a par exemple des grands groupes de télévision qui dépendent complètement de ce que c'est les plus gros groupes décident, surtout ceux qui appartiennent à des grands groupes internationaux. Alors, je ferme la citation. Alors là, il y a un grand débat. Je pense qu'on espère pouvoir changer certains éléments de la loi pour ce qui est de ce qu'est véritablement un producteur indépendant. Je ne veux pas prolonger ma présentation plus longuement. Je pense que mes collègues vont mettre l'accent sur le thème de la diversité linguistique, qui est un autre des grands sujets de débat dans notre pays. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendiez pendant que je parle espagnol, mes chanceux? Oh non. Mais, ok, c'est pas grave. Alors, Daniel Condemina. Muchas gracias, Luis Alfonso Albor. Merci beaucoup, Luis Alfonso. Muy claro. Ahora, Daniel Condeminas, vous êtes conseiller de la Fédération des organisations pour la langue catalane. Alors, c'est à vous, la parole est à vous. Bonjour. Tout d'abord,
Et je voudrais féliciter les organisateurs du séminaire international pour cette initiative très intéressante et bien sûr très utile pour les langues comme la mienne, le catalan. Et deuxièmement, je tiens à vous remercier pour l'invitation à participer et partager quelques réflexions avec vous, complémentaires à l'excellente intervention de Luis Alfonso Albornoz. Dans la langue catalane, je voudrais souligner quelques données avec ces cartes. Le catalan est une langue parlée par plus de 10 millions de personnes. C'est la langue la plus parlée en Europe, qui n'est pas encore langue officielle de l'Union européenne. Tout est une anomalie en attente de solution. En tout cas, c'est une langue propre dans plusieurs territoires appartenant à 4 États européens. Les plus petits, Andorre, au milieu des Pyrénées, où c'est la langue officielle. Cependant, Andorre n'est pas membre de l'Union européenne. L'Espagne, ou autre la Catalogne, la langue catalane s'étend au sud à travers la communauté valencienne jusqu'à une zone au nord de Murcie et à l'ouest dans tout le territoire limitrophe de l'Aragon et à l'est sur les îles Baléares. La France, au sud-est, à la Catalogne du Nord, qui correspond au département des Pyrénées-Orientales. Et enfin, dans une ville côtière d'une l'île italienne de la Sardaigne. Avec ces panoramiques, je voudrais souligner des principes de la directive européenne. Le premier est que l'État peut imposer des obligations pour assurer la mise en évidence appropriée des contenus d'intérêt général liés à des objectifs tels que la diversité culturelle. Et deuxièmement, que toute mesure prise par les États doit respecter la diversité culturelle et linguistique, conformément à la Convention de l'UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Je me concentrerai sur la situation législative du catalan dans la future législation audiovisuelle espagnole. Cependant, je voudrais faire une mention à la législation française, qui sera très courte. Elle n'établit aucun quota ou garantie pour le contenu en catalan à la télévision ou sur les plateformes numériques, ni pour les Basques, les Bretons, les Corses ou l'Occitan. La défense du pluralisme linguistique ne s'applique pas à l'intérieur de ces frontières. Je retourne en Espagne. Ce que je dirais de la langue catalane est entièrement partagé avec les langues basques et galiciennes. Sans pouvoir entrer dans les détails, je ne vais pas oublier les langues aragonaises et asturiennes. Une donnée démographique. Les habitants des territoires qui ont une langue officielle autre que l'espagnol représentent environ un tiers de la population de l'État espagnol. La loi actuelle de l'audiovisuel de l'an 2010 n'établit aucun quota ou garantie linguistique spécifique pour le catalan. Cela signifie, par exemple, qu'aucune émission de télévision privée avec des émissions pour toute l'Espagne n'offre de contenu en langue catalane, même que celle avait fait, dans une mesure très limitée, à une époque antérieure au déploiement de la télévision numérique terrestre, lorsque l'ancienne législation prévoyait des émissions territorialisées de ces télévisions. Bref, dans la loi audiovisuelle toujours en vigueur, le catalan n'est qu'une option, aucune obligation. Dès lors, les émissions télévisées se font uniquement en espagnol et l'offre de contenu en catalan sur les plateformes, sur les over-the-top, est aujourd'hui malheureusement presque testimonial ou directement anecdotique, à l'exception d'une plateforme née à Barcelone, Filmin. Rien à voir avec la situation des autres langues officielles en Europe, avec moins de poids démographique que le catalan.
Passons à la future loi. Dans les deux avant-projets de loi que le gouvernement espagnol a soumis à la consultation publique, il n'apparaissait dans les textes aucune quota ou garantie pour les Catalans sur des questions essentielles, décisives pour moi. Une, dans l'offre de contenu, séries, films, documentaires, animations, etc. Et deux, dans les obligations d'investissement dans de nouvelles productions. Offre de contenu et obligations d'investissement, nouvelles productions. Ces deux fautes graves ont suscité une grande controverse. Gouvernements autonomiques, institutions, entités culturelles et associations professionnelles ont présenté de nombreuses allégations prônant l'établissement de quotas ou de garanties pour les langues autres que l'espagnol. Après négociation entre le gouvernement espagnol et le principal groupe parlementaire catalan au Parlement espagnol, Esquerra Republicana de Catalunya, un projet de loi a été approuvé, à qui a parlé Luis Alfonso Albornoz, qui intègre quelques changements que je vais maintenant détailler brevet et que je complémenterai avec ce que l'on sait jusqu'au présent des négociations faites après l'approbation du projet législatif, c'est-à-dire une sorte de seconde partie de négociations politiques, causée par, et je le partage, que le projet de loi est encore un texte clairement insuffisant s'il s'agit d'offrir des quotas et des garanties pour les Catalans minimalement équitables, tant en termes d'offres que d'investissement dans de nouvelles productions. Commençons par l'offre. En ce qui concerne la télévision linéaire, la télévision classique, son offre doit inclure 15% en catalan du pourcentage de contenu dans l'une des langues officielles, soit 50% de 51% de serveurs européens minimal. En conséquence, moins de 4% en catalan de tous les contenus. Nous verrons si ces chiffres peuvent augmenter vraiment et très petites. Quant aux plateformes, les over the top, ça serait 40% de 50% pour les langues officielles de 30% minimum de contenu européen, c'est-à-dire 6% en catalan de l'ensemble de toute l'offre. Aussi, un nouvel article a été introduit sur la promotion des langues en matière de doublage et de sous-titrage, qui a une formulation très générique, très peu précise. Les modifications qui ont été négociées serviraient à placer l'autorité catalane de l'audiovisuel, al Consell de l'Audiovisual de Catalunya, en tant qu'organisme compétent pour garantir que tous les doublages disponibles aujourd'hui, parce que le film a été diffusé sur la télévision publique catalane, ou parce que leur doublage a été subventionné pour projection dans les salles de cinéma, ainsi que celles qui seront réalisées à l'avenir, seront intégrées dans les options linguistiques de ces plateformes. Enfin, bien que de manière très générique, la langue des signes catalane, différente de l'espagnol, a été intégrée dans les articles sur l'offre de contenu en langue des signes. Qu'en obligation dans les nouvelles productions. Contrairement à la loi française, qui fixe des obligations aux plateformes de 20 à 25% de leurs revenus pour la production européenne, le texte espagnol n'exige que 5% et aucune quota pour les Catalans. Les modifications négociées signifieront que 15% de l'argent alloué aux producteurs indépendants, qui soit les 70% du total, irait aux films, séries, documentaires et animations catalans, soit un 10% des obligations financières. De nombreuses autres questions restent à voir si elles seront ou non intégrées dans le texte final. J'en signale deux, en pensant aux citoyens qui se connectent à une chaîne ou une plateforme. La proéminence, ou du moins
une visibilité prépondérante des contenus en catalan dans l'offre de l'over-the-top ou les options audio de télévision, et que les sites web, applications et toute autre interface de communication du service audiovisuel avec l'utilisateur intègrent la langue catalane dans leurs messages écrits et oraux, par exemple dans le menu de sélection ou le titre de l'œuvre. Merci beaucoup. Merci énormément. Sur une note personnelle, je suis absolument épatée par la qualité de votre français. Merci beaucoup, Daniel Condeminas. Très apprécié. Et enfin, en terminant, mais on aura une période de questions, évidemment. On va certainement prendre un petit peu de temps, même si on a eu un peu de retard. Mais je passe la parole à Christine Merkel. Je rappelle qu'elle est la directrice de la division de la culture, de la communication et de la mémoire du monde de la Commission allemande pour l'UNESCO. Bonjour, Madame Merkel. Allez-vous nous parler en allemand ou en espagnol, en français, en anglais? Anglais. C'est quelle langue, vous? En anglais. Thank you. Dankeschön. Yeah. Merci infiniment. Hello, everybody. Alors, bonjour tout le monde, bon après-midi, bon matin. Je voudrais vraiment faire un commentaire à propos, féliciter les organisateurs pour avoir organisé cet événement au début de l'année 2022. Oui, en fait, j'étais le chef de la commission allemande pour l'UNESCO, pour la division de la culture, de la communication et de la mémoire du monde, jusqu'à tout récemment, mais je continue de travailler dans ce domaine. Je continue d'être membre du comité expert. Et aussi le sujet dont nous parlons aujourd'hui, j'ai étudié ce sujet en profondeur. La rédaction de la SMA européenne lorsqu'on est en train d'écrire le rapport de l'UNESCO en 2018, où j'ai eu l'honneur d'écrire le chapitre sur la diversité des médias. Et c'était, comme la collègue Sophie Vallet l'a bien expliqué, comment ce nouveau niveau de cadre juridique européen, je mets le sous-titre, ça cherche des chemins pour atteindre des quotas 4.0. C'était probablement le premier effort sérieux pour mettre à jour la pensée dans les règlements reliés aux médias pour atteindre certains des défis de l'environnement numérique. Alors, même si dans votre titre, vous posez la question d'examiner la transposition, moi aussi, j'aimerais qu'on comprenne que les processus nationaux et de l'Union européenne fonctionnent main dans la main. C'était presque comme des processus parallèles à cause de la directive de l'Union européenne. Et elle a été préparée de 2015, en commençant avec une évaluation, comme celle qui va être programmée en 2026. Et ceci est important, c'est comme une preuve, c'est un effort. Ils veulent faire un développement de politique basé sur les éléments probants. Et en 2016, l'évaluation de l'ancienne directive audiovisuelle, ils ont dit que c'était assez positif pour la plupart des intervenants. Cette directive avait atteint ses objectifs. Alors, en Allemagne, presque en même temps, l'État et les niveaux fédéraux préparaient déjà des commissions pour savoir comment mettre à jour cette législation. Alors, ce n'est pas qu'on a attendu jusqu'à la fin 2018, lorsque la directive était prête, et qu'ensuite on aura commencé les lois nationales. Non, ça a été un processus de coproduction simultané, si on peut dire, parce que même si le cadre juridique est clé pour réglementer surtout les intermédiaires, et je vais en parler dans quelques instants, mais c'est aussi intéressant de voir que surtout les médias de service public ont déjà adopté, ils ont déjà fait des nouveaux projets pilotes comme un nouveau système de nouvelles pour les âges de 14 à 29 qui est transmis dans 60 canaux numériques différents. Ça a été déployé en 2016
Et pourquoi? Pour la raison évidente que toutes les données montraient que les médias perdaient cette génération. Alors déjà, la pratique était plus rapide que la législation. Et c'est aussi typique à l'état où nous en sommes. Dans ce sens-là, juste pour donner des données, lorsque la directive a été adoptée, fin 2018, le processus allemand, qui a la beauté d'être un système fédéral, a été un processus qui a impliqué les 16 États, chacun d'entre eux ayant une agence, sa propre agence de réglementation. Et eux, ils ont travaillé en 2019 de façon participative avec plusieurs intervenants pour modifier les lois qui, tout comme au Canada, elle avait presque 25 ans d'âge déjà. Et ceci a mené au traité sur les médias qui est adopté en décembre 2018 et qui est entré en vigueur presque un an plus tard, en novembre 2020. Alors, on est maintenant en janvier 2022. Alors, c'est une loi assez récente qui existe depuis 30 mois environ. Alors, c'est un peu tôt pour voir l'efficacité de cette loi. Toutefois, ce qui est important à comprendre, surtout des collègues de l'Amérique latine et en Afrique qui se joignent à nous ici, que lorsqu'un État-nation fait ses propres lois, eh bien, la loi est renvoyée à la Commission qui revérifie, dans ce cas-ci, la compatibilité avec la SMA de l'Union européenne. C'est une des raisons pour lesquelles ça peut prendre un an avant que la loi entre en vigueur. En plus, en Allemagne, il y a 16 États qui doivent en discuter dans leur Parlement pour que ça soit signé. Bon, c'est ça le processus démocratique. Alors, facilement, on voit le grand défi. La cadence de l'économie numérique, ça, c'est un processus de 7 ans dans un domaine qui change très rapidement. Alors, c'est certainement un des grands défis de la réglementation et de la législation dans un contexte numérique. Toutefois, du côté positif, certainement, ce qu'on peut dire, c'est que ce traité sur les médias complètement remplace l'ancien traité sur la diffusion et dans ses 124 articles, il fait deux choses importantes. Il offre, selon moi, une vision vraiment du 21e siècle, une compréhension, une vision de la diffusion très moderne, parce que pour la première fois, les intermédiaires du contenu médiatique sont aussi sujets au règlement, tout comme les diffuseurs traditionnels, qu'ils soient publics ou privés. Et en donnant les détails sur qui sont ces intermédiaires, la loi, les législateurs ont été assez loin, même au-delà de la façon dont ces intermédiaires se définiraient eux-mêmes. Alors, c'est là où la bataille se situe dans notre temps. Cette lutte entre les entités publiques, privées, et ainsi de suite. C'est lutte continuelle entre tous ces intervenants. Pourquoi? Parce que la définition, c'est que dès que vous avez un contenu rédigé par des journalistes et une diffusion, cet intermédiaire doit respecter les règlements. Et c'est vrai pour les plateformes de médias, c'est vrai pour les interfaces usagers et, les plateformes qui donnent des survols. C'est vrai aussi pour les intermédiaires de médias qui font de l'agrégation du contenu de tiers parties. Et ça, c'est la partie nouvelle. C'est aussi vrai pour les services de partage de vidéos, surtout YouTube, incluant les règlements concernant la publicité, les politiques de publicité. Pourquoi? Parce que dans l'évaluation de la SMA, la directive de l'Union européenne sur les services des médias audiovisuels,
c'est devenu clair que pour les jeunes, le contenu vidéo, c'est presque le contenu culturel primaire. Bon, les jeunes consomment ça avec le lait de leur mère, les YouTube. Alors, la question de qu'est-ce que ces enfants de 2 ou 3 ans voient à l'écran, c'est important. Et aussi le contenu de publicité, ça doit être distingué du contenu. Ça a rapport avec la nourriture, mais pas seulement. Mais alors, ça, c'est le cœur de la nouvelle loi inspirée par la directive de l'Union européenne. Et le deuxième élément, c'est de dire que toutes les plateformes numériques qui se sont jointes aux médias classiques comme étant des fournisseurs de contenu doivent maintenant respecter les règlements supervisés par les autorités des 14 États. En général, nous avons une plateforme de 14 agents de réglementation d'État qui emplissent le rôle d'agents de réglementation publique. Alors, pour conclure, c'est valide pour Google, Facebook, Twitter et surtout YouTube. Et ils ont des clauses pour la découvrabilité du contenu, du contenu qui façonne les opinions, surtout des médias, du contenu des médias des services publics. Alors ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Bon, pour soit dire les gardiens des portes ou c'est les portiers, si on peut dire, bon, dans les médias sociaux et les algorithmes qu'ils utilisent, qu'ils vont être inclus dans cet examen. Même s'il semble être lourd, néanmoins, ça a aussi été facilité pour les plus petites offres, par exemple, les petits canaux YouTube qui ont moins de 20 000 personnes comme abonnés, qu'eux ont la liberté de partager leur contenu sans demander des licences de diffusion, qui était une ambiguïté dans la loi qui existait auparavant. Alors, il faut essayer d'expliquer et de trouver un système qui fonctionne pour l'écosystème tel qu'il existe aujourd'hui, tout comme il est normal dans toute démocratie vigoureuse. Il y avait des experts des médias, des savants qui disaient que la loi n'allait pas assez loin pour les questions de concentration des médias. Et il y avait aussi des intervenants qui disaient que la loi allait trop loin pour ce qui est de la liberté sur Internet. Aussi, dans le dialogue avec la Commission européenne, il y a eu des petits problèmes pendant que la loi était validée comme étant compatible avec la directive des SMA. Berlin a eu une lettre un peu méchante dans l'été 2021 qui critiquait exactement l'autorité qui était donnée aux États et qui disait que ceci était contre la règle sur le pays d'origine telle que décrite dans la directive sur le commerce électronique. Comme on le sait, ça c'est Google qui se situe en Irlande et Allemagne n'étant pas en Irlande. Bon, ça arrive exactement au point où c'est une nouveauté dans la AVMSD en anglais ou la SMA, mais en réalité, lorsqu'ils ont que c'est quelque chose que les agents de réglementation ont remis en question. Bon, mais on ne sait pas encore qu'est-ce que ça va donner. L'Allemagne a aussi livré une note en décembre 2021 à la Commission de l'OCDE sur la concurrence parce que c'est une question de Bundeskartell et la note positive, c'est que tout ce qui est sous-jacent du besoin d'avoir une bonne diversité des médias pour la démocratie, pour le bien de la diversité culturelle, est prise ici assez sérieusement. Et comme je l'ai dit, nous sommes au début de l'implantation et il faut encore surveiller ce qui s'en vient et observer
Toutefois, c'est probablement le développement qui risque d'avoir le plus d'impact, en tout cas dans ce qu'on a vu récemment. Et il y a aussi des collègues qui disent que ce n'est pas la plateforme pour vraiment démarrer le vrai développement de l'ère numérique, bon, des politiques culturelles dans l'ère numérique. C'est tout pour le point de vue européen et allemand, et j'ai bien hâte d'entendre vos questions. Et merci une fois de plus de nous avoir invités à cet événement. Merci beaucoup, merci beaucoup. On va prendre des questions pour 10 minutes, peut-être encore, si il vous reste de l'attention. Alors, il y a eu plusieurs questions qui ont été soumises. Je vais en lire quelques-unes, mais si les panélistes veulent tout de suite prendre l'occasion de répondre à des questions que vous pouvez voir dans l'onglet Q&R, vous avez juste à lever la main. Je vais commencer par la première qui a été soumise il y a 1 heure environ. Quelqu'un dit YouTube n'est donc pas assujetti aux mesures de l'article 13 selon la directive SMA, mais il me semble qu'auparavant, en France, une taxe sur la diffusion en vidéo physique et en ligne de contenu audiovisuel affecté au CNC qui comprend YouTube a été mise en place. Est-ce que M. Fournet peut en dire quelques mots et pourquoi cette différence? J'espère que vous avez compris quelque chose plus que moi dans cette question. Je vous laisse y répondre. Oui, c'est parce que le CNC avait mis en place une première taxe qui était, si ma mémoire est bonne, autour de 2% il y a plusieurs années, en 2018, et qui s'appliquait notamment à YouTube. Et donc, cette taxe a été revue et désormais à 5,15%. Ensuite, pour ce qui concerne les obligations d'investissement, elles s'appliquent à des plateformes qui donc investissent, produisent, que ce soit en production directe, dépendante ou via des producteurs délégués. C'est ce que nous avons, c'est un peu ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Très bien, merci beaucoup. Quelqu'un d'autre nous demande, les réflexions européennes semblent porter essentiellement sur les plateformes de SVOD, donc audiovisuel. Y a-t-il des réflexions qui concernent les plateformes de musique en ligne? Je ne sais pas qui est à même de répondre à cette question-là. Oui, Madame Merkel. Well, yes and no, as I shared. Oui et non, comme je l'ai expliqué. D'abord, je pense que les plus petits canaux YouTube sont les canaux pour partager la musique. C'est pas seulement l'audiovisuel. Et comme je l'ai dit, en plus de travailler sur les lois, on voit aussi qu'il y a des nouvelles innovations de diffusion qui se produisent, surtout dans le domaine des radios. Bon, par exemple, certains de nos diffuseurs publics ont maintenant une radio multilingue, une plateforme de radio multilingue qui vient d'être lancée en 2017 et ça diffuse dans 11 langues, incluant l'allemand, pour les gens qui vivent dans le pays. Alors, ce n'est pas un diffuseur international. C'est vraiment juste pour prendre en considération la musique et le contenu, les réalités de musique et de contenu de 18 millions de personnes, incluant plusieurs nouveaux immigrés et des réfugiés au pays. Alors, dans ce sens-là, même si on a certainement un terme iconique, bon, ceci va être plus intéressant que juste écouter, mais il n'y a pas là-dedans. En tout cas, ça va aussi pour la production de musique indépendante. Luanda. Okay, merci. Je vois que les problématiques sont les mêmes en Europe, en Amérique latine, alors que ça réfère à la régulation de l'audiovisuel. Se podría créer, pensant à créer un modèle global qui pourrait être partagé au niveau national. C'est pour Luis Alfonso. Sincèrement, je ne crois pas. De façon évidente, les systèmes de communication audiovisuelle sont trop variables de pays à pays et je dirais même de région en région et d'un endroit à un autre.
Et les systèmes de communication dans les sociétés contemporaines sont la cristallisation des traditions, des forces politiques et l'histoire d'un pays. Au maximum, ce qui est nouveau et ce qui a lieu dans le cadre de l'Union européenne, où il y a une directive qui met des minimums et les pays qui appartiennent à cet espace géographique, politique et économique doivent réformer ce système juridique sur une base, un commun minimum. Mais on voit clairement que la transposition que la France a faite n'a rien à voir avec la transposition qui fait l'Espagne en ce moment. Et c'est ça la variabilité qu'on voit d'un pays à l'autre. Et c'est l'utopie de la question, je pense, qui est très loin d'une réalité possible. Et je me demande même si ce serait même quelque chose de désirable que tous les pays aient la même réglementation de ces moyens de communication. Merci. Vas-y, Guillaume, je t'en prie. Oui, merci. Oui, non, c'était juste pour revenir sur la question du spectre, en fait, du périmètre de la directive SMA qui, effectivement, vise les services de télévision et puis maintenant les plateformes audiovisuelles. C'est lié aussi à l'histoire de cette directive qui est en fait ancienne, qui date de 1987 et qui ne s'appelait pas SMA à l'époque, qui ne s'appelait pas service de médias audiovisuels, mais qui s'appelait Télévision sans frontières. Donc on a toujours été sur un champ d'une directive qui visait spécifiquement les services audiovisuels. Après, ça ne veut pas dire que dans un certain nombre d'États, il n'y a pas d'obligation de mise en avant, ou en tout cas de diffusion de musique locale ou nationale. C'est le cas en France, par exemple, mais sur les radios. Aujourd'hui, sur les radios, vous avez des quotas de musique française, mais c'est vrai qu'au niveau européen, aujourd'hui, on n'a pas de texte qui fixe pour les œuvres musicales les mêmes engagements ou les mêmes obligations de la part justement des services de streaming. Voulez-vous toujours ajouter quelque chose, M. Fournet? Non, c'était pour compléter ce que disait Louis. Évidemment, la transposition de la directive en Europe montre qu'il est extrêmement difficile d'avoir un modèle unique, et on le voit bien, donc, puisqu'on n'a pas transposé encore aujourd'hui tous de la même façon. Cela étant dit, je pense qu'il y a une philosophie, une direction, un chemin, et qu'aujourd'hui, ce chemin qui a été mis en place en France ou en Italie va être suivi par d'autres pays, et on échange énormément avec nos homologues européens sur la mise en place de quotas d'obligations d'investissement, mais également avec des pays extra-européens, et je pense aux pays par exemple des Balkans comme la Serbie, qui sont intéressés à transposer certaines directives européenne, mais nous travaillons aussi beaucoup avec l'Amérique latine sur ces questions-là, ou même avec des pays comme la Corée du Sud, qui sont intéressés pour voir comment est-ce que nous avons intégré les plateformes au sein du financement de la création. Et nous avons des accords de coproduction et de coopération avec de très nombreux pays. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va calquer un modèle français sur l'Uruguay, l'Argentine ou la Tunisie, mais en tous les cas, il y a des échanges sur ces textes, et à défaut d'avoir un texte unique qui recouvre différentes histoires juridiques, légales, culturelles, historiques, etc., on peut avoir en tous les cas un esprit de protection de la création, d'encouragement de la diversité culturelle, etc. Très bien, merci. Another question for you, Louis. Une autre question pour vous, Louis. L'Union européenne n'a-t-elle pas un organisme pour contrôler comment l'État transpose les directives? Apparemment, que pour ce qui est de la diversité culturelle et du but spécifique de la directive, la loi espagnole n'a pas une très bonne performance. Et ensuite, la question est répétée en espagnol. Je vais vous laisser répondre. Merci beaucoup. Je vais répondre en espagnol. Répondre en espagnol. Je ne sais pas exactement c'est quoi le mécanisme. Comme j'ai dit au début de ma présentation, la transposition de la directive est obligatoire et
pas pour les pays membres de l'Union européenne. Et évidemment, il y a un certain contrôle de la législation espagnole. On ne peut pas dire que le catalogue de los autorités, de los services de vidéos sur les demandes devoir avoir 10% des Européens. Quand la directive dit que le minimum c'est le 30, là, il va y avoir un conflit. Entre l'Union européenne et le pays, il peut y avoir des sanctions, etc. Mais ce qu'il faut vérifier, c'est que la transposition, de façon générale, qu'il y ait une nouvelle législation qui se dirige aux opérateurs, mais qui ne sont pas dans un pays, mais qui opèrent dans ce marché, qui a un quota de 30% comme minimum. Ce genre de choses, oui, mais évidemment, comme dans le projet de loi permis qu'un radiodiffuseur privé puisse louer, qui fait un concours pour que les médias communautaires ne puissent pas se financer de la manière minimum à partir de la publicité, l'Union européenne ni une autre organisation européenne va intervenir. Alors, évidemment, on dirait que l'Espagne ne le fait pas très bien. Ça sort de mon analyse critique de ce projet de loi. Merci, gracias. Et en terminant, une dernière question peut-être. Isabelle Ravento, she asks if... Elle demande, y a-t-il un pays dans l'Union européenne qui est en train de faire cette transposition et qui a inclus les actions positives pour les femmes, comme ça a été recommandé par le Parlement européen en 2018? Si quelqu'un veut répondre à cette question concernant les actions positives pour les femmes. Vas-y, Luis. Dans le cas de l'Espagne, le projet de loi a une disposition qui dit qu'elle s'appelle des moyens pour favoriser la production audiovisuelle réalisée par les femmes. Et c'est la troisième disposition additionnelle du projet de loi, mais elle laisse le thème pour le convocatoire des aides et d'un fonds de protection à la cinématographie et des travaux pour impulser le secteur, qui est un plan de triennal qui est contemplé dans une partie du projet de loi. Mais réellement, c'est surprenant qu'avec la force qu'il y a, le mouvement féministe dans ce pays, en Espagne, je veux dire, qu'il y a le développement assez pauvre de moyens pour assurer l'égalité de genre dans ce projet de loi générale sur l'audiovisuel. Ah, Christine? If I may quickly, thanks for this question, which is an Merci pour cette question, qui est une question importante. Peut-être que vous connaissez le Global Media and Gender Alliance, qui aussi suit cette question, ce dossier. Pour l'Allemagne, je dirais que la justice des genres est devenue en avant-plan, est arrivé à l'avant-plan durant les 5 derniers ans, pas nécessairement relié seulement à ce processus-ci législatif, mais qui ça vient de travail actif et basé sur les éléments probants dans le secteur lui-même. Et bien sûr, ceci inclut bien plusieurs dossiers, comme par exemple le traitement préférentiel et le rééquilibrage, aussi reliés au but de développement durable, les objectifs de développement durable. Bon, par exemple, la justice, l'égalité des genres, c'est clé pour diminuer les inégalités dans les objectifs de développement durable des Nations unies. Mais ce n'est pas spécifiquement dans ce niveau, mais très bien relié aux médias et aux politiques culturelles. Oui, merci pour cette question. OK, merci. Et... Allez-y. Merci. En complément de ce que Luis Alfonso Albornoz a comenté,
l'inégalité entre les sexes nécessiterait l'établissement d'un quota ou de garanties spécifiques dans la loi. C'est clair, hein, et c'est nécessaire. Merci. C'est bref, concis et très clair, effectivement. Merci. Mais finalement, vous voulez rajouter quelque chose, Mathieu Fournet? Oui, non, juste vous dire que évidemment, en France, le CNC a mis en place des mesures depuis plusieurs années concernant la parité et notamment un bonus parité pour les équipes de films qui sont constituées à égalité sur des postes clés, ce qui permet à la production d'avoir des soutiens financiers supplémentaires. Et puis enfin, pour répondre à Daniel qui s'inquiétait de la place des langues régionales, il faut prendre en considération qu'en France, ce que nous appelons une œuvre d'expression originale française, EOF, concerne la langue française et les langues régionales en usage en France. Donc les langues régionales font partie du sous-quota EOF dont je parlais lors de ma présentation. Je sens que vous aurez peut-être beaucoup de choses à vous dire, Mathieu et Daniel, en complément d'informations. Mais merci énormément. Je tiens vraiment à remercier la CEDEC d'avoir organisé ça, mais évidemment, tous les panélistes, les défis concernant l'encadrement, la régulation, l'équité dans le vaste monde des services des médias audiovisuels sont immenses. Alors, je vous remercie vraiment d'avoir, pour vos lumières, d'abord, votre travail de vulgarisation aussi, parce qu'il y a beaucoup de détails techniques. On ne connaît pas tous non plus les réglementations de partout dans le monde. Et évidemment, vous remercie pour votre présence, aux panélistes, également aux interprètes dont le travail est important pour mieux se comprendre, évidemment. Alors, merci énormément. Et puis, vous pouvez nous revenir donc à 14h30 pour la 3e table ronde qui ne sera pas animée par moi. Moi, ça m'a fait un plaisir de passer la matinée avec vous. Kate Taylor sera avec vous pour l'après-midi. Alors, merci beaucoup. Muchas gracias. Dankeschön. Thank you very much. Merci. Bon appétit si c'est votre cas et à la prochaine. Merci.